Salut, c'est Mehdi Maizy et vous regardez Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it, walk it like I talk it. You walk it like I talk it, walk it like I talk it. Hey. Salut Mehdi, ça va? Très très bien et toi? Très bien. Mehdi, tu es passé par le site culte l'ABCDR du son. Tu as été programmateur pour Deezer. Ouais. Tu as animé la sauce sur OKLM. C'est juste. Tu animes toujours le podcast No Fun pour Binge Audio. Oui. Ainsi que le rap jeu. Est-ce que ton but, inavoué ou avoué, c'était de devenir l'homme le plus influent du rap français? Absolument pas. Non, puis c'est rigolo comme question parce que cette question d'influence, elle se pose beaucoup en ce moment. Enfin, pas en ce moment d'ailleurs, mais entre d'un côté, c'est les gens qu'on appelle les influenceurs et de l'autre, les médias, etc. Enfin, moi, il y a beaucoup de gens qui parfois soit me prêtent parfois, moi et à d'autres gens, une influence qui en réalité n'est pas la mienne, parce que si demain je fais un tweet sur un rappeur, il ne va pas être disque de platine pour autant. Et d'ailleurs, il y a une blague initiée par Dinos, d'ailleurs, dans la sauce, qui disait qu'il regrettait un peu d'être un de mes rappeurs préférés, parce que du coup, ils vendaient pas assez de disques. Et généralement, mes rappeurs préférés sont rarement ceux qui sont les plus populaires. Donc je ne suis pas convaincu de cette histoire d'influence, mais mon but, non, c'était pas ça, c'était... Enfin, c'est une histoire de passion à la base, donc c'était plus, pour être honnête, quand moi j'ai commencé ça, de réussir à être quelqu'un d'identifié, et donc de respecter, et donc de pouvoir m'amuser, en fait, dans le rap. C'était vraiment ça mon but. Donc, mais ces histoires d'influence, sans les remettre en cause, hein, parce qu'il y a sûrement une part de réalité là-dedans, mais je crois qu'il faut vachement les relativiser. Il y a parfois des gens qui me disent mais le succès de tel rappeur, c'est grâce à vous, ou à toi, ou évidemment que c'est faux, c'est d'abord grâce à eux, quoi. Donc, voilà. En 2019, on regarde beaucoup le rap à travers ce qui se passe sur YouTube et sur les plateformes de streaming. Bien sûr. Est-ce que toi, on peut dire que ce qui a contribué à changer ta vie, ou même ce qui a changé ta vie, c'est Dailymotion? Absolument, bah, tout à fait, ouais. Pour revenir un peu là-dessus, c'est vrai. Déjà, Internet a sauvé nos vies. C'est-à-dire que on va en parler. Sans Internet, on n'en serait pas là. Internet et le rap, quoi, très clairement. Mais ouais, Dailymotion, évidemment. En fait, moi, donc, comme tu l'as dit, j'étais sur l'ABCDR du son, mais de manière complètement bénévole. C'était vraiment c'était de la passion. Grosso modo, pour résumer un peu ce que j'y faisais, c'est le vendredi soir, au lieu de sortir en boîte, j'écrivais des chroniques sur Chien de paille, tu vois, sur mon bureau. C'était vraiment ça, quoi. C'est comme ça. Et c'est de là d'où on vient, en fait, l'ABCDR du son. C'est des mecs qui sortent pas le vendredi soir. Exactement. Des mecs qui ne sortaient pas le vendredi soir. Maintenant, on fait des soirées, tout a changé. Tu vois. Mais à l'époque, effectivement, on ne sortait pas trop, mais parce que c'était un vrai plaisir de pouvoir soit mettre tes études de côté ou ton travail de côté et pendant 2-3 heures, de disséquer un disque et d'écrire dessus. C'était un vrai plaisir. Mais il n'y avait jamais eu d'économie autour du site. D'ailleurs, il n'y en a toujours pas. J'y suis plus aujourd'hui, mais ce n'est pas un site qui génère de l'argent, mais qui peut générer parfois un peu d'argent via des opérations. Bref, nous, on est contactés mi-2013 par Dailymotion, qui à l'époque est une plateforme de streaming vidéo, qui l'est encore d'ailleurs. Et donc, Dailymotion, à cette époque-là, crée un studio à Paris. Et la chance qu'on a, c'est qu'il y a une des personnes qui travaille à Dailymotion qui s'appelle Marc Echen, qui est fan de l'ABCDR du son. Et qui nous dit, moi, je vous kiffe, vous n'avez jamais fait de vidéo, mais j'ai envie que vous nous proposiez quelque chose. Ce qui est pour moi une bénédiction, puisque je me dis, il y a peut-être un truc à faire, tu vois. Et on s'est beaucoup posé la question sur est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on doit faire de la vidéo, est-ce qu'on doit se montrer, est-ce qu'on ne doit pas se montrer, parce que tout ça était vraiment pas naturel pour nous. Et puis finalement, on l'a fait, et c'est vraiment le point de départ pour moi, on va dire, de ma deuxième carrière, et en tout cas de moi en tant que journaliste rap et animateur, en fait, parce que c'est... comme j'ai pas d'études de journalisme ou d'animation, j'ai pas fait ça, c'était très étrange de se prendre au sérieux. Et à un moment, il fallait le faire, quoi, puisqu'il fallait être face caméra et dire bonjour, salut, c'est Mehdi. Tu vois, ce qui est un peu bizarre quand tu ne l'as jamais fait. Mais évidemment, le point de départ, c'est Dailymotion, ça a duré 2 ans et demi. Et c'est ça, moi, qui m'a permis d'être identifié à un moment aussi où, finalement, en tant que média rap et journaliste rap, il n'y avait pas tant de personnalités que ça qui étaient identifiées. Il y avait évidemment les historiques, Olivier Cachin, Fred Musa. Il y avait effectivement, au même moment à peu près, c'est vrai, Click qui se lance, mais qui avait déjà une vocation de ne pas être un média uniquement rap, qui allait déjà sur d'autres terrains. Mais Mouloud, on va dire, avait déjà ce background-là, cette crédibilité-là auprès du milieu rap. Mais on sentait qu'il voulait faire autre chose. Et à ce moment-là aussi, c'était le début de ce qu'on appelle le nouvel âge d'or du rap français, en tout cas commercial. C'était ma question. Donc évidemment, il y avait tout un engouement autour de ça, autour des médias, autour du rap. Donc il y avait des choses à faire, quoi. Mais alors, ma question, c'est quel est l'œuf, quelle est la poule? Est-ce que c'est le fait que le rap cartonne qui fait que Internet s'est précipité dessus, ou est-ce que c'est parce que Internet a permis aux médias rap d'exister sans la télé, sans la presse institutionnelle, qui a fait que le rap a eu tout de suite eu beaucoup plus d'audience?
je pense un peu des deux, mais clairement la deuxième option, très clairement. C'est-à-dire qu'en fait, Internet, et le streaming après, mais Internet, grosso modo, a permis de légitimer des auditeurs de rap qui existaient, mais qu'on avait oubliés. C'est-à-dire que pendant la fameuse décennie noire, sur les années 2000, celle où, grosso modo, les rappeurs ne vendaient pas de disques à part Booba et Rof, quoi. J'exagère, hein, il y en avait d'autres, mais globalement, c'est un peu ce qui se dit cette décennie-là. Et donc, je parle de tous ces talents aussi qui n'ont pas eu le succès qu'ils auraient pu avoir, hein, les Salif, les Nesbitt, etc. Bref, on connaît la chanson. Toute cette décennie-là, pendant ce moment-là, nous, on continuait à écouter du rap. On en écoutait énormément. C'est-à-dire que Salif, quand il sort Prolongation à l'époque, on n'écoute que ça. Mais ça ne se traduit pas en chiffres de vente parce qu'il n'y a pas le streaming. Et donc, Internet, les rappeurs ne sont pas aussi matures qu'aujourd'hui sur le web. Et donc, comme on n'achète plus trop de CD, et c'est le seul moyen, grosso modo, de donner de la force à ces rappeurs à ce moment-là, du coup, les écoutes ne sont pas traduites légalement, entre guillemets. Et donc, Internet a permis ça, en fait, a permis avec l'essor, évidemment, de YouTube, 1995, donc Nekfeu Alpha One, 1995, était un bon exemple de ça, comment très vite ils ont compris, alors que c'était avant le streaming, ils ne vendaient pas tant de disques que ça, mais ils ont compris comment créer une communauté en étant très actifs sur Facebook à l'époque, sur YouTube, en balançant des freestyles, etc. Et tout ça a permis, en fait, de se rendre compte que... Ça faisait des vues, déjà. Ça faisait énormément de vues. À l'époque, quand on fait 1 million de vues, c'est la folie, hein. C'est vraiment dingo. Et surtout, ça permet vraiment de se dire mais qu'il y a quelque chose, en fait. Et que les auditeurs rap, ils sont là, ils existent. Là où, vraiment, pendant les années 2000, on s'est posé la question. On se disait, mais est-ce que le rap est en train de mourir? Est-ce que le rap a encore une existence commerciale de possible? Et vraiment, à ce moment-là, moi, quand en 2008, j'ai 22 ans, entre 20 et 22 ans, il est impensable pour moi de me dire que je pourrais être journaliste rap, ça n'existe pas. Donc on revient de loin à ce niveau-là, et Internet, c'est pour ça que j'ai dit qu'Internet a sauvé nos vies, parce que ça a permis de créer des emplois et une économie autour du rap qui s'était perdue dans la décennie précédente. Alors, Internet, ça a amené plein de choses. Ça a amené aussi les plateformes de streaming. Ouais. J'ai dit jusqu'à récemment, tu travaillais pour Deezer. Tout à fait. Est-ce que ces plateformes de streaming qui changent quand même le modèle de parution, le rythme de parution des titres, oui, ça met en danger le format album de rap, pour toi? Je pense que ça le remet en question. Je dirais pas que ça le met en danger, parce que pour moi, c'est pas très grave. En fait, l'album, ça n'est qu'un format commercial à la base, hein. Je veux dire, Beethoven, il sortait pas d'album, tu vois, mais il faisait de la musique pour autant. Donc en fait, à un moment, effectivement, ce format-là s'est imposé. C'est quand même quelque chose qui est imposé par des labels, donc c'est pas, moi, j'y suis attaché parce que c'est de ma génération. Donc moi, j'aime les albums. Tu vois, quand Alpha One, il sort un album qui est complet, qui est structuré, je suis content. Mais c'est moi, parce que je suis vieux déjà. Tu vois, et que j'ai été élevé avec ça. Mais dans l'absolu, si demain Gambi ne sort qu'un single par mois et ne sort jamais d'album, je pense que ça conviendra tout à fait au public de Gambi aujourd'hui. Est-ce qu'il a vraiment envie d'écouter un 15 titres de Gambi avec des thèmes, etc. Peut-être qu'il veut écouter 15 fois 2 minutes de Gambi balancées sur YouTube. Et ça ira. Moi, je pense que... Moi, j'essaie toujours de ne pas être... c'était mieux avant, ou être attaché à des formats qui peuvent parfois être uniquement liés à une époque. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut absolument faire du jeunisme non plus, mais peut-être que l'album va être remis en cause, et peut-être que c'est pas grave. Moi, il y a plein d'artistes que j'aime bien, dont j'ai aimé les singles, dont j'ai pas aimé les albums. Je pense, prenons quelqu'un comme Que Black, par exemple, un des rois de la pop urbaine, avec un morceau comme Bazardé, par exemple. J'aime beaucoup ses singles, généralement ce qui sort avant l'album, et puis quand l'album sort, j'ai pas envie d'écouter Que Black forcément sur 20 titres. C'est pas forcément ce que j'ai envie d'avoir. Donc peut-être qu'il y a d'autres moyens de diffusion qui peuvent se naître pour certains artistes, pour certains rappeurs. Donc l'album, mais évidemment, en revanche, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que le streaming, son rythme de parution, le fait qu'on veut des sorties tout le temps, qu'on n'est jamais rassasié. Tous les vendredis, en gros. Pardon ? Tous les vendredis, en gros. Tous les vendredis, évidemment que ça remet en cause ça, mais en fait, le rap, il est déjà là-dedans depuis longtemps, puisque si on prend le rap américain, les mecs sortaient Gucci Mane, quand même un des mecs les plus influents, on va dire, de la phase rap qu'on est en train de vivre. Il sortait, on ne sait même pas combien de projets il a sorti dans sa vie, il sortait je ne sais combien de mixtapes par an. Donc en fait, les rappeurs, notamment les rappeurs d'Atlanta, qui sont quand même les gens qui ont pris le pouvoir et qui ont créé le blueprint du rap de maintenant, sont des gens qui justement n'ont pas vraiment toujours mis beaucoup de respect sur le format album, et plutôt sur le format mixtape, et plutôt sur le rythme effréné de sortie.
Et quelque part, c'est eux qui... En fait, c'est le retour de la mixtape Internet. Absolument, ouais. Et c'est le retour, et puis de l'instinctivité, en fait. C'est peut-être qu'il ne faut pas trop se prendre la tête sur des albums. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Hein. Moi, j'apprécie quand on a un bel album, j'apprécie, tu vois, voilà, j'aime Kendrick Lamar parce qu'il y a un côté un peu... C'est un peu un vieux con, Kendrick, tu vois, il est un peu attaché... J'adore, de toute façon, c'est le meilleur, mais il est attaché au vieux format, etc. On sent que pour lui, un album, c'est important, et c'est cool. Mais j'adore Future aussi. Et Future, en fait, ses meilleurs projets, c'est peut-être ses mixtapes. Pareil pour Gucci Mane, donc... je pense que ça permet en tout cas l'émergence de nouveaux profils là-dessus. Ce que permettent aussi les plateformes de streaming, c'est de quantifier. Ouais. Et tout le monde devient fou Oui. en ce moment avec les chiffres du rap. Ouais. Toi, tu dis qu'il faut se calmer avec les chiffres. Pourquoi ? Ben, bien sûr qu'il faut se calmer avec lui, parce que déjà, en fait, ça ne nous regarde pas, en fait. C'est-à-dire que globalement, moi je prends toujours cet exemple. Oxmo Puccino. On aime tous Oxmo Puccino. Surtout ici. Tout le monde, mais surtout ici. D'accord. Moi, je l'adore aussi. Son premier album, Opéra Puccino, est un classique. Genre, personne dans le rap en France va dire que c'est pas un bon album. C'est impossible. Cet album-là, il a mis 8 ans pour être disque d'or. 8 ans. Quand j'avais interviewé Oxmo l'année dernière pour les 20 ans de l'album, justement, il me disait, c'est-à-dire que les gens ont oublié ça, mais l'album, c'est un échec commercial. Pourtant, vraiment, c'est si on fait un jeu et qu'on va citer les 20 plus grands albums de l'histoire du rap français, à un moment, toi comme moi, si t'aimes le rap, et j'ai l'impression que c'est le cas, on va le citer à un moment. C'est obligatoire. C'est un album qui a été un échec commercial. Si Opéra Puccino sort aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On va se moquer d'Oxmo sur Twitter ? On va dire « Ah, il avait un buzz, il n'a pas marché », contrairement à ses potes Ayam et Doc Gynéco. Si on était aujourd'hui en 98 et qu'on avait Twitter, la plèbe se moquerait d'Oxmo Puccino et de cet album immense, éminemment respecté et éminemment influent. Donc en fait, je crois que c'est normal que les labels s'intéressent aux chiffres, puisque c'est des entreprises et que, voilà, pour eux, c'est évidemment important. Mais... moi, après, je les regarde comme tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne doit pas être un critère de qualité aujourd'hui, vraiment, parce que moi, je passe beaucoup de temps sur Twitter, j'avoue, et on a presque parfois l'impression que il a fait combien le Capote en première semaine ? Ah, ok, ça va, je vais l'écouter alors. Tu vois, il y a vraiment un truc de les chiffres valident l'écoute ou la qualité d'un album, alors que ce sont deux choses radicalement opposées. Et voilà, moi, mon album préféré de l'an dernier, c'est l'Alpha One. En deux, c'est le Dino. C'est des albums qui ne sont pas encore disques d'or, par exemple. C'est pas grave, en fait, on s'en fout. Et à contrario, ça veut pas dire qu'il faut. Enfin, je fais pas de hiérarchie entre les disques qui n'ont pas de succès et ceux qui en ont. Je dis juste que on ne devrait pas autant regarder ça de la même manière qu'on ne devrait pas être autant pressé à donner nos avis. Moi, tous les vendredis matins, j'ai l'impression que je dois rendre des avis sur les bureaux des auditeurs. On me dit « Alors, il vaut quoi cet album ? Alors, t'en as pensé quoi ?» Mais c'est pas grave, en fait, ce que j'en ai pensé. Ça va rien changer à ce que toi, tu vas en penser. Ça va rien changer à la qualité de l'album. Et il y a un peu ce truc-là, cette effervescence. Obsession du quantitatif, quoi. Ouais, absolument. Ouais. Et c'est épuisant, en fait. Et après, c'est l'impression qu'on est dans une forme de bulle je ne sais pas si elle va exploser un jour, parce que ça fait quand même un moment qu'elle dure, mais en tout cas qui est extrêmement épuisante. Et moi, c'est pour ça, là, tu vois, comme tu disais un peu en introduction, j'ai arrêté plusieurs projets pour en commencer d'autres en 2020, mais je suis très heureux là d'être dans une période un petit peu de calme pour moi, parce que je peux écouter les projets quand j'ai envie de les écouter. Et là, effectivement, je me permets de prendre du temps par rapport à tout ça, et c'est très confortable. Tu posais récemment une question en interview, donc je te la retourne. Ouais. Est-ce que la TV est un bon média pour le rap ? En fait, Est-ce qu'elle a réussi à le devenir ? Je ne sais pas si c'est une question de média, je pense que c'est une question de personne. T'as vu comment je fais gaffe parce que je suis chez Click. Non, c'est-à-dire que si tu me dis la télé, si tu me dis est-ce que Click est un bon endroit pour recevoir des rappeurs, évidemment. Mais en fait, Click, c'est une île isolée dans le paysage audiovisuel français, dire le PAF comme les anciens. Mais je veux dire, Click, c'est à part, c'est une réalité, sans hiérarchie, encore une fois, sans jugement de valeur entre Click et les autres. Mais évidemment qu'ici, tous les rappeurs vont venir. Ils savent qu'ils vont être en relation de confiance, qu'ils vont être respectés, qu'il va y avoir une discussion qui va être normale. Mais globalement, moi, je n'ai pas l'impression que les gens qui regardent... Moi, j'ai grandi avec la télévision. J'ai vraiment grandi. Moi, c'est de ma génération, je suis né en 86. Je suis un enfant de la télé. Tu vois. Je ne la regarde plus aujourd'hui. Je ne la regarde plus. Moi, les choses qui m'intéressent de la télévision, je les regarde en replay sur YouTube, comme je pense beaucoup de gens. Et je veux dire, j'ai quand même un ADN télévisuel assez fort en moi. Donc, je ne crois pas que les gens qui écoutent du rap, je ne crois pas en tout cas que les gens qui regardent la télé régulièrement aient forcément envie d'y voir du rap. C'est pour ça que là, la polémique, les gens qui se sont émus d'Energy Music Awards en disant oui, pourquoi c'est Big Flo et Oli qui ont le clip et pas PNL. Mais vous avez déjà écouté Energy. Tu vois, je veux dire, c'est normal que ça se passe comme ça. Et je crois que c'est ça que les gens qui regardent la télé ont envie de voir. Moi, à mon avis, et c'est
alors, je peux me tromper, je pense pas qu'il faille absolument se battre et dire non, on doit imposer le rap à la télé. Enfin, peut-être que ça y viendra, mais Peut-être que le rap n'en a plus besoin aussi. moi, je pense que le rap n'en a plus besoin. Je pense sincèrement que le rap n'en a plus besoin et que Internet, c'est un terrain de jeu fabuleux où le rap a complètement pris possession de ça. Le rap est puissant là-bas. Je ne crois pas qu'il faille absolument se battre pour aller en télévision. Je pense que s'il y a des opportunités cool, bah, évidemment, il faut que les rappeurs y aillent. Mais moi, j'en veux parfois aux attachés de presse qui envoient des rappeurs en certaines émissions juste pour cocher des cases, parce que c'est bien sur leur CV que eux aient envoyé tel rappeur chez Thierry Ardisson ou chez Laurent Ruquier. Mais je pense que certains rappeurs vont être brillants dans ces émissions et que d'autres, c'est pas pour eux. Ouais. C'est tout. Et c'est comme ça. C'est voilà. Mais je pense que c'est valable pour tous les programmes. Hein. Moi, je pense qu'il y a des rappeurs qui étaient faits pour venir dans la sauce et d'autres pour lesquels c'était pas le bon format parce qu'ils n'avaient pas forcément envie de parler, de s'étendre, etc. Donc non, pour moi, la télé aujourd'hui. Tu vois, parce que justement, suite au Energy Music Awards, je me dis oui, ok, d'accord, il faut faire une cérémonie, etc. Pour le rap, mais je ne suis pas convaincu qu'il faille la faire en télé, puisque qui en vrai dans les auditeurs récurrents de la télévision, qui a envie de voir une cérémonie de 3 heures où on va récompenser Nino et Dinos. Et Dinos, par exemple, tu vois. Qui, en vrai? Nous, mais je veux dire, nous, on regarde pas la télé. Tu parles des awards. Ouais. Toi, tu as dit que tu aimerais bien faire une cérémonie. Ouais. Tu peux en dire plus? Bon, en fait... C'est juste un vœu pieux ou c'est un projet Non, concret? pour l'instant, c'est une idée plus qu'un projet, honnêtement. C'est une idée. Enfin, c'est marrant. Je vais tout te dire, parce qu'ici, on dit tout chez Click. Non, en vrai, ce tweet, il était extrêmement calculé. C'est-à-dire que j'ai aucun projet aujourd'hui, mais je me disais qu'en le postant, ça exciterait quelques personnes. Et c'est ce qui s'est passé, où on m'a très vite contacté en mode « Ah, c'est un projet ou pas? Ah, moi, ça m'intéresserait. » Et j'ai déjà fait un rendez-vous par rapport à ça, mais c'est uniquement une pure discussion. Et je suis conscient, déjà, ça a déjà été fait dans le passé, donc ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui sont confrontés à ça, que c'est pas forcément évident. Je sais que très récemment, d'autres personnes étaient reparties sur ce projet-là et ont essayé de le mener pour finalement baisser les bras parce que c'est compliqué. Donc j'arrive pas en mode « Moi, je vais le faire, je suis le sauveur. » C'est pas du tout ça. Mais je pense en tout cas que le milieu du rap a envie de voir ça. Je pense que c'est le moment pour le faire. Je pense que c'est une musique qui est assez mature pour qu'elle ait sa propre cérémonie de récompense. Je pense qu'il faut quelque chose de propre, de joli. Il ne faut pas faire quelque chose de cheap. Enfin, mais c'est un vrai projet. Je pense qu'on ne l'aura pas en 2020, pour être honnête. C'est-à-dire que les gens m'ont dit oui, ou alors il faut vraiment s'y mettre dès maintenant. Mais moi, c'est une vraie envie que j'ai. J'ai envie de travailler dessus. Je vais en discuter avec quelques personnes. Je ne sais pas du tout si ça va porter ses fruits ou pas. Mais oui, j'ai des idées, mais ce ne sont que des idées pour l'instant. Donc j'ai rien de fait, quoi. Est-ce qu'on peut parler de toi? On peut parler de moi, bien sûr. Ouais. Il paraît que quand tu étais petit, le rap, tu t'en foutais. Totalement. Je vais pas te demander jusqu'à quand, mais jusqu'à quel album? Tu peux me demander jusqu'à quand, mais en fait, c'est pas tant une histoire d'album, c'est une histoire encore une fois, de rencontre avec un rappeur qui s'appelle Tupac, que j'ai rencontré beaucoup trop tard, en fait. Enfin, non, pas beaucoup trop tard, mais en tout cas, après sa mort. Donc, il est mort en 96, et moi, je crois que je connais le nom de Tupac, hein, mais pour moi, Tupac, c'était un truc mythique, quoi. Tu vois, je sais pas, Tupac, tu vois, je savais pas ce que c'était, quoi. Et mon cousin me parlait de Tupac, mais je savais pas vraiment ce que c'était. Et puis, ouais, non, je découvre ça, je sais pas, mais tard, hein, genre peut-être à l'été 2001, 2002, quelque chose comme ça. Enfin, j'avais déjà 13-14 ans, en fait. Donc, j'étais déjà un ado, un vrai adolescent. Et c'est pas que je m'en foutais avant, mais disons que je n'en écoutais pas. Si, j'écoutais Doc Gynéco, NTM, parce que c'était des trucs pop de mon époque, mais c'était pas quelque chose que je ponçais. Mais c'est là où moi, je suis de la génération Internet, et à l'époque, c'est l'époque de Casa, des mules, et donc quand je découvre... en plus, vraiment, je découvre Tupac avec Changes. Come on, that's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Donc c'est un morceau que tout le monde connaît, c'est même pas un truc obscur, tu vois. Genre, ma rencontre avec Tupac, elle se fait via un morceau que genre, le monde entier connaissait déjà. Mais je sais pas, ça me parle et je me dis c'est ça que j'ai envie d'écouter, vraiment. Et donc à partir de là, grâce à Internet justement, t'es capable de faire une discographie extrêmement riche, extrêmement vite. Il y avait aussi un truc mortel à l'époque, c'était Soulseek. Je sais pas si les anciens se souviennent de ça, mais Soulseek, c'est trop bien parce que quand tu trouvais quelqu'un
En fait, c'était une sorte de forum, tu avais des salles, tu rentrais dans des Tu avais salles. des fournisseurs, en fait. Et voilà, et quand tu trouvais exactement... Le bon dealer. Le bon dealer, absolument, tu pouvais lui voler toute sa discographie. En fait, c'est le mec, mais je sais pas, mettait sa bibliothèque je sais pas, sur un serveur, je sais pas comment ça marche, j'y connais rien. Mais bon, bref. Et du coup, quand tu trouvais le bon gars ou les bonnes personnes, tu pouvais te servir et lui voler toute sa musique, mais c'était OK. Et j'ai découvert vraiment beaucoup de choses comme ça. Et moi, je sais que mes mentors, comme j'étais un fils unique et que mes potes n'étaient pas forcément plus que ça dans le rap, c'est des mecs d'Internet. Des mecs que je ne connais pas aujourd'hui, tu vois, mais je me souviens de pseudos sur Rap2K, sur Soulseek. Et en fait, c'est ces mecs-là qui m'ont, au départ, éduqué et m'ont donné des pistes. Et puis même, tu sais, même parfois, tu sais, quand tu connais pas quelque chose, tu tapes sur Internet, tu tapes 100 meilleurs albums de l'histoire. Tu vois, c'était top à la con, mais c'est des tops qui m'ont vachement aidé et m'ont permis de découvrir plein de choses. Mais c'est arrivé assez tard, du coup. Et c'est ça qui est aussi cool quand tu sais que quand tu décides de te mettre à fond dans un genre qui est déjà existant, tu as une sorte de boulimie et tu as envie de tout connaître, quoi. Et c'est ce qui m'est arrivé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te reconnais dans le qualificatif journaliste? Moi, c'est un peu compliqué. Comme je l'avais déjà dit une fois, c'est compliqué. Enfin, pour moi, avec mon éducation, c'est compliqué, je trouve, j'ai du mal, en tout cas, à me déclarer de quelque chose pour lequel j'ai pas forcément de diplôme ou de certif, tu vois. Genre que j'ai du mal à me dire journaliste parce que j'ai pas fait d'études du journalisme. On m'a pas dit ce que c'était un journaliste. Donc, en fait, j'apprends en marchant. Donc, je pense que certaines de mes activités se rapprochent du journalisme quand j'interviewe, quand je travaille sur des interviews, sur des articles, évidemment. Mais après, à côté de ça, quand je suis animateur pour Rap Jeu, pour moi, c'est un pur boulot d'animateur et je suis pas journaliste à ce moment-là. Donc, je mets déjà une barrière à ce niveau-là entre le pur taf d'animation et celui de journaliste. Après, je sais pas. En fait, tu vois, comme à la BFDR du son, on s'est jamais déclaré journaliste. On était des passionnés qui écrivions sur le rap. Et comme c'est vraiment mon centre de formation et que tout part de là, et que mes mentors, c'est des mecs, je le dis à chaque fois que je peux le dire, mais c'est Nicolas Balzer et Jean-Baptiste Vieille, qui sont l'un est fondateur, l'autre est arrivé très tôt sur le site. C'est eux qui m'ont appris en fait à écrire des articles et à interviewer des rappeurs et à réfléchir sur le rap. Et c'était pas journaliste, tu vois. L'un, je vais pas dire ce qu'ils font aujourd'hui parce qu'ils veulent pas, mais enfin bref, ils n'étaient pas du tout journalistes, tu vois. C'était des mecs qui bossaient dans d'autres choses, dans d'autres secteurs. Donc je sais pas en fait. Sûrement oui, en tout cas je suis à l'aise avec ça, hein, mais c'est pas à moi de me définir comme ça. Je crois qu'à la base, tu avais fait une école de commerce. Tout à fait. Tu travaillais comme consultant pour des banques. Ouais, banque, assurance, ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est une meilleure situation journaliste que consultant pour des banques? Tu veux que je fasse le monologue d'Edouard Baird, là? Non, mais c'est une question qui se bien pose. sûr. Déjà, c'est une meilleure situation d'un point de vue personnel. C'est-à-dire que, en fait, moi, il y a un moment, quand j'ai arrêté cette profession de consultant, j'arrivais vraiment à un moment où je me sentais extrêmement schizophrène parce que la BFDR du son me prenait beaucoup, beaucoup de mon temps. Et tu sais, c'était une vie où la journée, j'étais en costume, à Saint-Denis, chez Generali, et le soir, j'allais chez IMI en costume toujours, interviewer Soprano. Et c'était un peu étrange. Soprano se disait, mais qu'est-ce qu'il fait en costume ce mec? Sûrement, ouais. Et du coup, c'était cool, hein, mais il y a un moment où je sentais que l'un prenait beaucoup trop de place par rapport à l'autre, et surtout, j'étais pas bon dans mon boulot, enfin, j'avais pas envie de le faire, tu vois. C'est pour ça aussi, tu sais, que je crois que j'ai fait beaucoup de choses. Enfin, quand je me suis mis à temps plein en tant que journaliste, j'ai fait beaucoup de choses, que je ne savais pas dire non au projet, parce que pour moi, c'était inespéré qu'on vienne me voir, qu'on me dise est-ce que tu veux animer nos fun. C'est vrai que l'année dernière, tu étais sur avec 4 métiers différents, 4 occupations différentes. Ouais, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Parce que j'ai pas tout dit, il y a aussi le podcast pour l'équipe, 1-2. Tout à fait. Il y a eu les infiltrés, toujours pour Binge. Absolument. Ouais, il y a un moment, je crois que j'ai compté, je crois que j'ai animé 7 émissions. Après, alors, tout n'était pas une fréquence extrêmement fréquente, j'allais dire, ça n'a aucun sens. Tout n'était pas quotidien ou hebdo, mais en tout cas, il y avait évidemment beaucoup de programmes que j'incarnais. Donc, ouais. Alors, c'est vrai qu'à un moment, je crois que je comptais l'an dernier, il y a un moment où j'animais 7 émissions, je crois. Donc, ça faisait beaucoup de choses. Mais c'était aussi, je crois que c'est les rêves de mon ancienne vie, de mec frustré, entre guillemets. Je vais pas faire, j'avais une vie cool, hein, ça va. Mais en tout cas, j'étais pas heureux, j'étais pas épanoui, on va dire. Et donc, effectivement, quand on vient de voir pour proposer des projets qui ont l'air cool sur papier, pour moi, c'était impensable de dire non. Là, c'est la première année où je commence à dire non à des choses. Et c'est bizarre un peu, tu vois. Même, et puisqu'on peut en parler, d'un point de vue très, je sais pas, d'un point de vue financier, aujourd'hui, il y a une économie autour du rap qui fait que tu peux être journaliste rap, et je le dis aussi même pour parfois les plus jeunes qui nous regardent, etc., et même qui m'envoient des messages, à moi et à d'autres, hein, j'imagine. Et on peut en vivre. On peut en vivre, bien sûr. Je te dis pas que c'est facile au début, mais on peut en vivre. Surtout, là, on est dans une époque où, alors, je sais pas combien de temps va durer cette bulle, hein, si tant est qu'on est dans une bulle, mais en tout cas, c'est possible. Donc aujourd'hui, effectivement, oui, c'est une meilleure situation que ce que j'avais avant, parce que j'ai aussi de la chance, c'est que je vis à cette époque-là, et que si j'avais eu 30 ans en 2007,
ça aurait sûrement été beaucoup plus compliqué parce qu'il y avait moins de médias, moins de possibilités, enfin bref. Mais ouais, bien sûr, aujourd'hui, j'ai aucun regret sur ce choix qui a été fait. Ouais. On pose beaucoup aux rappeurs de la première génération la question est-ce qu'on peut continuer à rapper quand on vieillit? Ouais. Est-ce que c'est aussi une question qui se pose pour les journalistes? Moi, en tout cas, je me la pose beaucoup. Tu te dis, on peut vite devenir vieux con. Ouais. Ça veut dire quoi? Moi, je veux pas être cet oncle embarrassant qui comprend pas le rap de maintenant, tu vois. Je veux vraiment pas être cette personne. Je veux pas entendre un jeune rappeur et dire « Oh mon Dieu, c'est inaudible ». Je veux pas, tu vois. Et je t'ai déjà dit, de toi à moi? Ouais. Ouais. Après, mais ce qui me rassure, c'est qu'il y a des rappeurs sur lesquels je me dis ça et d'autres qui ont le même âge sur lesquels que je comprends immédiatement. Donc, c'est une incompréhension qui n'est pas encore généralisée. Mais évidemment, tu sais, c'est une musique qui est tellement jeune, qui se renouvelle tout le temps, que quand t'es plus tout le temps dedans, et quand je parle tout le temps dedans, je parle au quotidien, tu sais, il y a des expressions qui sont tout le temps inventées, que tu ne peux ne pas comprendre. Je vais donner un exemple très clair. Le dernier morceau de TK featuring Gambi s'appelle Stevez. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Totalement léoué, je suis dans le bâtiment. Ta copine comme un complet, je vais la lever. Ouh, te veux, tu veux, s'il te plaît, cet après-midi te veux. Bah ouais, je suis chaud patate. Je veux voyager jusqu'à Paton. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors après, tu vois le morceau, tu vois, mais à la base, je ne comprends pas ce qu'ils veulent me dire, tu vois. Et quand j'entends le morceau, j'ai pas l'impression de le comprendre, en fait. Ça m'arrive. Mais je suis conscient de ça. Donc j'espère que le jour où, tu vois, c'est la fameuse phrase de Booba, parce qu'il faut quand même... On doit parler citer Booba dans une interview. Non, mais on doit parler de Booba à un moment dans une interview rap, tu vois. Et à un moment, c'est la fameuse phrase de Booba sur Game Over, il dit « Je ferai pas l'album de trop ». Ben, évidemment que t'as pas envie de faire le combat trop, t'as pas envie d'être ce mec embarrassant qui vient donner des leçons aux petits jeunes, etc. Mais après, tout dépend de quel personnage t'incarnes. Et je veux pas être en décalage à un moment. Ce qui arrivera fatalement, mais du coup, il faut bien le négocier, ça. Tu vois, c'est-à-dire que si tu négocies la vieillesse dans le rap comme Jay-Z, c'est cool. Tu vois, mais c'est dur d'être Jay-Z. Et puis je veux pas être relou aussi, tu vois, je veux pas, à un moment, peut-être que les gens, ils ont plus envie de t'écouter toi. Ils ont peut-être plus envie que ce soit toi qui leur dise ah, il y a l'album de Val qui est sorti. Enfin, c'est une question de renouvellement, d'incarnation, d'adéquation aussi entre toi et les gens qui écoutent le rap à un moment donné. Et je veux pas m'imposer aux gens, tu vois. Mais bon, je crois que j'y suis pas encore. Mais en tout cas, c'est une question à laquelle je pense. Ouais. J'ai une dernière question, ouais. Avant qu'on se quitte. Pour les besoins d'un livre publié aux éditions Le Mot et le Reste, vous avez dû choisir le rap français en 100 albums. Ouais. Si je fais un truc beaucoup plus compliqué, je te demande de choisir le rap français en un album. Ouais, je vais dire Lunatique, Mauvais Oeil. Lunatique, Mauvais Oeil? Ouais. Parce qu'il y a tout, en fait, dedans. Déjà, il y a Booba. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 2 fois que je parle de Booba, c'est relou. Mais... on va te le reprocher, ça, tu sais qu'on va te le reprocher. Pardon? Tu sais qu'on va te le reprocher, ça. On va me le reprocher, mais je pense que c'est très compliqué de résumer le rap sans mentionner son nom, en fait. Après, je peux dire les gens, enfin, je sais qu'il y a des gens qui me suivent et qui vont dire « Oh, il a pas dit Akhenaton, il a pas dit Danyan, il a pas dit Hamza ». Mais je pense que s'il y a un album qui... Parce qu'en plus, c'est l'album charnière, c'est-à-dire que je trouve qu'il marque, il sort en 2000, c'est le point final de la décennie 90, et toute une partie du rap des années 2000, et même 2010, c'est cet album-là qui l'initie. Et cette espèce d'homogénéité, d'alchimie, qui n'aurait pas dû exister entre Booba et Ali. C'est pas normal que ces mecs-là, à un moment, se soient rencontrés et se disent de rapper ensemble. Genre, c'était trop différent. Hein. Et ils ont sorti ce disque-là. Et évidemment que ça ne pouvait pas continuer. C'était beaucoup trop opposé. Mais je crois que si je devais citer un album, c'est-à-dire que si je dois... C'est pas forcément l'album que j'ai le plus écouté, d'ailleurs. Hein, mais je pense que si je dois résumer le rap francophone en un disque, ouais, c'est Mauvais Oeil. Il y a quelques disques de rap français qui sont parfaits, et je crois que celui-ci l'est. Merci Mehdi. Merci à toi. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.